On va maintenant découvrir les features, qui sont des tâches au sens des systèmes d'exploitation, qui peuvent être définies simplement en Scala. Et on verra que ces tâches qui vont être dispatchées sur nos différents processeurs vont produire des résultats. On n'aura pas besoin de bloquer pour attendre ces résultats, mais il y aura un moyen qui va nous permettre de prendre les résultats produits par les features et de les utiliser dans nos programmes de manière simple et aisée. Je vous laisse lire sur cette page la définition de ce qu'est une feature. Ce qui est intéressant, c'est que cette abstraction de feature définit une valeur qui peut ne pas être définie. Cela signifie en fait que l'on va pouvoir avoir du code qui sera non bloquant pour son exécution, mais surtout pour pouvoir composer des futurs entre elles et transformer des futurs. Ce qui signifie qu'on va pouvoir en fait réaliser des calculs sans savoir si le résultat est déjà là ou pas, et on ne va pas avoir besoin de se soucier de la partie synchronisation, sauf lorsque cela fera du sens. Alors pourquoi un tel mécanisme est intéressant? Eh bien, comme une future est simplement en réalité un handle pour une valeur qui est peut-être définie ou pas encore, eh bien on peut grâce à ça définir des API asynchrones assez facilement. Cette API asynchrone, eh bien, elle va ne pas attendre pour un résultat avant de retourner. C'est-à-dire qu'en fait, une telle API peut retourner simplement une future et remplir cette future lorsqu'on en a besoin. Imaginons que vous êtes en train de faire un programme dans lequel vous avez besoin de faire une requête HTTP. Oups. Ces requêtes HTTP peuvent facilement prendre du temps, par exemple 500 millisecondes. Vous ne souhaitez pas bloquer l'appelant pendant 500 millisecondes, et c'est là qu'une future va être intéressante, comme nous allons le voir. Plusieurs librairies dans l'écosystème Scala proposent leur implémentation des futures. Notamment, on retrouve en premier lieu ici java.util.concurrent.future, qui est une implémentation des futures en Java. On retrouve ensuite une implémentation Scala de base, quelque chose fait par Twitter. Twitter utilise beaucoup Scala. Quelque chose réalisé par Akka, qui est une entreprise qui fait aussi beaucoup de choses autour du Scala. Et puis, on retrouve encore d'autres implémentations. C'est clair, du coup, et on le voit bien, que les futures sont très importantes. Elles sont également populaires et puissantes. On voit aussi avec ça que l'écosystème Scala est un peu fragmenté, ce qui devrait s'améliorer dans le futur, notamment grâce à la release du nouveau compilateur d'outils à la fin de l'année 2020. Alors pourquoi proposer tant de nouvelles librairies? Eh bien, l'implémentation Java que l'on retrouve dans la JVM, dans java.util concurrent future, n'est pas composable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une future, utiliser son résultat, qui peut-être n'est pas encore défini, et en faire quelque chose avec une nouvelle future. Les Scala Futures sont plus puissantes et composables surtout parce qu'on peut utiliser les fonctions d'ordre supérieur dessus. Pour utiliser ces futures, eh bien, on utilisera le package scala.concurrent.future comme décrit ici dessous. On verra que cette composition est très importante parce que composer signifie en réalité deux choses. Un, construire du code riche à partir de parties simples. Vous l'avez vu, ça joue un rôle très important en programmation fonctionnelle. Et puis le deuxième, c'est de faire du code qu'on appelle dry, don't repeat yourself, ce qui est facilité par l'usage des futures. Que peut-on faire avec une future? Eh bien, imaginons que nous ayons notre programme. Ici, notre programme est représenté par cette grosse flèche verte. Et puis, à un moment donné, durant notre code, on souhaite réaliser une tâche sur un autre processus léger. Pour faire ça, on définit une future. Cette future va créer un nouveau thread, ici en haut, qui va fonctionner de manière parallèle avec notre programme principal qui, lui, continue. On définit
peut-être une deuxième future qui elle aussi va lancer un second thread de manière transparente. Et puis à un moment donné, plus tard dans le temps, eh bien ici et là, ces deux moments ne sont pas du tout liés, hein, eh bien on aura une future avec une valeur. Pendant ce temps, notre code aura continué à tourner, on aura pu faire des choses entre deux. Voilà l'idée de base de ces futures ici qui permettent de définir bien, 3 threads de manière très simple et de passer des informations entre ces différents threads. Quelles sont les opérations qu'on va réaliser sur les futures? La première opération qu'on va réaliser, c'est créer une future en lançant un calcul asynchrone. Lorsque ce calcul se déroule, à la fin du calcul, eh bien, on va produire une valeur résultat que l'on va indiquer comme résultat final de notre future. On peut, si on le souhaite, attendre pour un résultat sur une future. On peut attendre que la future ait une valeur dans notre code. Et quatrième opération que l'on peut faire sur une future, eh bien, c'est composer une future avec d'autres futures, qu'elles aient leur résultat assigné ou bien pas encore. On va voir en détail maintenant ces 4 opérations. Commençons par la première opération qui consiste à créer une future en faisant un calcul asynchrone. Alors, la première manière qu'on a de faire ça, eh bien, c'est très simple, vous allez le voir. Si j'écris par exemple val future 3 plus 4, eh bien, je crée ici une future qui est une future de int qui va avoir une valeur lorsque le calcul 3 plus 4 sera terminé. On peut, de manière totalement équivalente ici, écrire future avec des accolades plutôt que des parenthèses. C'est une des possibilités que nous offre le langage pour définir ça. En réalité, c'est cette syntaxe en dessous qui est la syntaxe pour réaliser une future ici. Donc on déclare ici un bloc dans lequel on va avoir une future. On peut également, si on le souhaite, réaliser la chose suivante, c'est-à-dire produire une future depuis une fonction. Donc ici, on a une fonction longComputation qui prend x1 int, qui retrouve une future de int, et puis on voit la syntaxe que j'ai utilisée dessus. Et puis cette future, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Eh bien, on va attendre, simplement ici on attend, ça c'est un exemple bien entendu, hein, pendant 500 millisecondes, et puis après cette future va valoir 5. Voilà comment on peut déclarer une future. Notre future va produire une valeur, et cette valeur, on va pouvoir l'utiliser lorsque la future sera terminée. Elle va se terminer de manière asynchrone et dans notre code, on va pouvoir gérer cette fin de code avec le callback onComplete. Ce callback onComplete, on le voit sous l'exemple en dessous. Bien là, on a une première future f qui est simplement un petit calcul ici. Et ce callback qui est là, f onComplete, eh bien, définit deux choses. Il définit premièrement un cas où on a la future qui s'est terminée avec succès, et un deuxième cas dans lequel la future a en fait lancé une exception et que l'on peut gérer. Alors, si la future s'est déroulée avec succès, eh bien ici, on va simplement afficher un message qui va être computation result is, et on va avoir R qui va être ici le résultat produit par la future, dans le cas présent un entier, et lorsque l'on a une erreur, dans le deuxième cas, on va avoir une failure t. Ici, ce t qui est là, vous voyez ici on a du pattern matching, et bien ce t qui est là va être simplement l'exception qui a été lancée par la future. C'est comme ça que les futures indiquent qu'elles ont ou pas terminé avec succès leur exécution. Je vous propose maintenant qu'on aille voir un peu plus en détail les timings en fait des différentes opérations parce que les futures, eh bien, on les lance mais on ne sait pas quand elles se terminent et du coup ça change un peu le flux de notre programme comme on a l'habitude de l'avoir traditionnellement, ce que je vais montrer dans la démonstration qui va suivre. Donc voici un petit exemple de code qui contient une future.
Notez au passage qu'il est important d'avoir cette ligne dans les imports ici, donc Scala Concurrent Execution Context Implicit Global, qui va définir en fait combien de threads sont disponibles, combien de processeurs vous souhaitez utiliser, etc. etc. Donc on peut laisser les valeurs par défaut, mais il faut faire cet import pour utiliser les futurs. Donc on a ici notre future, qui est toujours la même future que dans l'exemple, une future d'entier qui bien, attend un petit moment, ici 400 millisecondes, avant de évaluer la valeur 3 plus 4. On a ici le callback onComplete, qui bien, a les deux valeurs en cas de réussite ou d'échec. Donc là, on ne va pas avoir d'échec normalement. Et puis, eh bien, notre code, eh bien, pour l'instant, il va s'exécuter comme d'habitude du haut en bas. On a ça qui va être exécuté. Et ce callback va être exécuté pas immédiatement, seulement quand la future va s'exécuter. Donc si ici, j'ai un petit message comme effet de bord qui s'affiche, puis j'ai une boucle while, eh bien, je vais pouvoir mettre en évidence quand la future va être résolue. Alors là, j'ai mon petit bout de code qui fait la chose suivante. Donc, j'affiche tick sur la console et j'attends 100 millisecondes. Et je fais ça à l'infini. Donc, je répète, notre code va du haut vers le bas. On va exécuter ça. Ça, c'est le callback qui va être exécuté quand la future terminera. Donc, à peu près après 400 millisecondes. Là, la future est déjà lancée. Elle est lancée à cet endroit-là. Et puis, de manière parallèle, eh bien, on va continuer notre code ici en faisant ce petit message-là. On fait notre boucle while qui va attendre un petit peu. Donc si j'exécute mon code maintenant, eh bien on voit, voilà, notre code qui tourne. Donc on a affiché le message, on a fait quelques ticks, et à la fin, quand la future s'arrête, eh bien on a ce message qui est affiché. Ma boucle while continue toute seule de son côté. Si l'on souhaite, on peut faire un autre petit exemple. Donc, j'élimine cette future qui est là-haut, ce code qui est là, et je vais faire une future qui, cette fois-ci, pourra potentiellement ne pas terminer. Donc, je fais une fonction, sometimesFail, ici, qui fait la chose suivante. Eh bien, elle divise 5 par un nombre qui est un nombre aléatoire compris entre 0 et 2. Voilà. Et puis, donc là, j'ai simplement ma fonction, et je vais faire, à partir de cette fonction, une future. Alors, vous voyez, c'est très simple de faire ça. SometimesFail. Donc, f est une future qui, parfois, plante, parfois pas, en fonction de la valeur qu'on va avoir là-haut. Et du coup, ici, peut-être, ce que je pourrais faire, c'est afficher le message d'erreur. Quelque chose comme ça. Avec une interpolation de string. Donc là, je vais prendre le message de l'exception, vu que c'est une exception. Et puis, je pourrais ici avoir peut-être simplement juste quelques... Je pense que ça va suffire. Alors, regardons maintenant ce qui se passe si j'exécute mon code. Voilà. Eh bien, vous voyez, après avoir affiché le A, j'ai le message d'erreur, error occurred, division by 0. Dans ce cas-là, on a eu la future qui a fait un message d'erreur parce que le random est égal à 0. On relance. Là, après 1, le calcul a été fait, la valeur valait 5. On va voir si on arrive à avoir la valeur à un autre moment. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Là, on l'a visiblement tout le temps après le premier. Potentiellement, ah voilà, là vous voyez, on l'a avant le premier println. Ça reste de la programmation
concurrentes. Donc on a ce genre d'effet qui peut arriver. La troisième opération que l'on peut faire avec une future, c'est attendre un résultat. On garde comme ligne de principe que le code ne doit pas être bloquant, hein. On essaie d'écrire du code non bloquant, mais parfois on a besoin de se synchroniser avec les différents threads. Et du coup, on doit attendre que la feature soit résolue, elle a une valeur avant de continuer. Pour faire cela, eh bien, on peut utiliser l'objet await. Cet objet await possède deux états possibles, await.ready, await.result qui sont des méthodes. Alors, await.ready, eh bien, ça attend simplement que la future soit terminée. Result attend que la future soit terminée et produit un résultat. Donc un des deux fait seulement attendre, alors que l'autre, ça attend et produit un résultat. On voit ici maintenant un petit exemple de code avec une future en haut, derrière et une valeur produite, donc ce sera une future d'entier, la future f qui se trouve là. Et puis on voit ici que en fait on a await.result, donc on va attendre sur f pendant au maximum 3 secondes que la future est une valeur, et lorsqu'on aura une valeur, donc ça c'est un appel qui est bloquant ici. Et lorsque la future aura produit un résultat, eh bien on va afficher ici ce résultat. Si ça met plus que 3 secondes, eh bien il va y avoir une exception qui va être lancée. Une autre manière de faire, eh bien, c'est d'avoir notre callback, comme ici, et puis lorsque on fait un await.ready avec un temps maximum de 3 secondes, eh bien, on va ici bloquer en attendant. Ça va faire un point de synchronisation en fait entre les différents threads. Attention, bloquer est généralement une mauvaise idée, hein. On essaye d'avoir du code non bloquant pour éviter de justement avoir notre processeur qui fait rien. Surtout qu'on essaie de donner du travail à plusieurs processeurs, donc si en plus notre processeur fait rien, c'est pas ce qu'on souhaite avoir, mais parfois ça peut quand même être intéressant. Notez au plaçage qu'il faut, pour pouvoir écrire le code qui se trouve là, avoir les différents imports qui sont notés ici en bas pour que cela fonctionne. La quatrième opération qu'on peut souhaiter faire avec des futurs, eh bien, c'est les composer. On va utiliser pour ça ce qu'on appelle des transformers ou des transformateurs qui vont passer d'une future à une autre future sans faire de blocage. Et c'est ça qui est intéressant. On voit ici les différents transformers qui existent. Ils sont au nombre de 4, donc for each, on va en fait, avec un for each, processer la valeur de la future lorsqu'elle sera available, et on va faire ça en fait de manière asynchrone. Pour le map, eh bien, on va créer une nouvelle future en appliquant une fonction au résultat de la future. Le flat map, eh bien, ça va être la même chose, mais on va flattener le résultat. Regardez que ici, dans les deux cas, on produit des futures, hein. Et dans un dernier cas, on va avoir une future aussi. Si on fait un filter, on va créer une nouvelle future en filtrant les résultats de la future actuelle avec un certain prédicat. Donc on va utiliser ça comme ça. Donc si on a f une future quelconque, alors, pardon, je vais juste écrire ça un peu mieux. Si on a f une future quelconque, eh bien je peux, sans me soucier que ma future soit terminée ou pas, bien, je peux appliquer un for each dessus, je peux faire un map ou un flat map sur ma future sans avoir besoin de trop m'inquiéter de ce qui va se passer. Comme d'habitude, je vous propose un petit exemple pour voir comment concrètement on va pouvoir composer ces fonctions à l'aide des transformers et comment on peut utiliser les résultats. Donc pour montrer la composition des futures, ce que je vais faire, c'est partir d'un petit exemple ici qui contient différentes fonctions, et puis je vais essayer de fabriquer quelque chose qui fait du sens. Donc regardons un peu les fonctions que j'ai à disposition ici. J'ai une première fonction getRecentPost qui va simplement me retourner une liste de strings. Là, je l'ai fabriquée un peu artificiellement, hein. Mais imaginons que ce soit une fonction qui va accéder à l'API de Twitter et puis qui va prendre certains tweets. Bien,
j'aurai à la fin de toute manière une espèce de liste de string. J'ai d'autres fonctions ici, une fonction makeup qui à partir d'une liste de string retourne une liste de string qui est simplement les strings mis en majuscule. Une autre fonction ici, remove not happy, qui enlève à partir d'une liste de string tous les strings qui ne contiennent pas le mot happy à l'intérieur. Une fonction qui à partir d'une liste de strings les affiche sur la console. Ici, j'ai fabriqué une future, donc une future de liste de strings, qui est simplement pour l'instant les posts récents. Et puis, eh bien, ce que je vais vouloir faire, c'est composer ces différentes fonctions à l'intérieur de mon exemple. Donc, imaginons que ce que moi j'aimerais avoir, ce soit la liste des posts récents en majuscules qui contiennent le mot happy. Pardon, qui ne contiennent pas le mot happy. Et puis, je voudrais les afficher sur la console. Alors, comment je peux faire pour faire ça? Eh bien, lorsque j'ai ma future, ici on voit le wait qui va attendre de manière infinie, eh bien, moi ce que je veux faire, c'est que quand ma future se termine, en cas de succès, avec des posts comme valeur, eh bien, je veux fabriquer des posts en majuscules, donc je vais fabriquer une future de liste de string à nouveau, donc ça c'est une possibilité de faire, hein. Et je mets ça en majuscule. Je mets mes posts en majuscule. Lorsque mes posts majuscules terminent, eh bien, en cas de succès, j'aurai des posts en majuscules. Et puis, je vais prendre les posts qui contiennent happy. Et finalement, c'est ça, hein, c'est le commentaire qui est faux ici. Qui contiennent happy. Et du coup, je vais à partir de ça fabriquer une future de liste de string. Remove not happy. Up to post. Et je continue comme ça, donc je dois encore faire une étape supplémentaire qui doit être mise ici. Lorsque j'ai mes happy posts qui se terminent, eh bien, je vais les afficher. Alors ça fonctionne. Si je run mon code ici, voilà, j'ai la liste des posts qui contiennent happy mis en majuscule affiché sur la console. Mais on voit, c'est extrêmement laborieux à écrire, hein. Vous voyez, je dois nester tous ces appels à l'intérieur et c'est très très peu agréable. Alors, pour faire ça, eh bien, je peux remplacer tout ça en faisant la chose suivante, en disant, eh bien, sur ma future, je vais simplement mapper la fonction makeup qui va mapper sur le résultat le remove not happy qui remove not happy for each, je vais les afficher. Voilà. Et avec ça, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Et je vais avoir tous les résultats qui vont être les mêmes. Avec la composition des fonctions des futures ici. J'ai une future sur laquelle je mappe cette fonction, sur laquelle je vais mapper cette autre fonction. Je vais appliquer un for each dessus, c'est aussi une composition de fonction, et appliquer le display. Donc on voit que c'est assez élégant comme manière de faire, tout en travaillant toujours avec des futures. On a toujours le même système, on a des valeurs qui sont peut-être définies, peut-être pas encore, mais ça ne change rien du tout à la composition. On a vu que l'usage de await nous permettait de faire des points de synchronisation. On va voir maintenant une autre méthode beaucoup plus élégante à l'aide des compréhensions de séquences. Donc, je vous propose de regarder cet exemple avec ici F1, une première future qui attend un temps aléatoire avant de retourner une valeur, un entier.
ici une deuxième future qui, elle, va produire un string après un temps aléatoire. Imaginons maintenant qu'on souhaite avoir le résultat de la première future et le combiner avec le résultat de la seconde future. Il faut donc attendre que le premier est terminé, puis que le second est terminé, avant de pouvoir combiner les résultats. On peut exprimer ça extrêmement facilement, sans avoir des await ou sans avoir des choses compliquées, à l'aide d'une compréhension de séquence, comme indiqué en dessous. Donc ici, c'est vraiment l'exemple simplifié au maximum, avec cette compréhension de séquence, où ici, F1 est ma première future, F2 est ma seconde future, et là je fais simplement R1 plus R2, et en fait l'ordre qui est là est implicitement donné, de dire on attend que R1 soit fini avant de pouvoir le composer avec R2, et du coup lorsqu'on pourra résoudre ça, eh bien on va produire dans ici comb une valeur qui sera en fait un string qui vaudra 42 is the answer. Je vous propose ici un petit exemple dans lequel on va réaliser un programme complet pour accéder à l'API des messages de Twitter. Voici un exemple un peu plus complexe dans lequel je fais usage de librairies standards, notamment le client HTTP client d'Apache, la librairie OAuth pour l'authentification et un petit peu de parsing de JSON. L'objectif de ce code que je vais vous montrer maintenant, eh bien, c'est de faire une requête qui sera signée avec OAuth sur l'API REST de Twitter afin d'accéder au dernier tweet qui mentionne Odersky, Martin Odersky, donc le créateur de Scala. Pour ça, eh bien, vous voyez que je peux interagir avec du code standard. Hein. Ici, ça c'est un OAuth Consumer standard fait avec la librairie OAuth. Le HTTP GET qui se trouve là, eh bien, c'est Apache qui me le donne directement. Je passe une URL ici interpolée avec ce que je recherche, donc ici Odersky sur l'API REST de tweet. Je signe ma requête et je l'exécute à l'intérieur d'une future. Lorsque la requête sera complète, eh bien, je vais afficher en cas de succès le statut de la réponse avant de prendre le contenu de la réponse, de le formater en JSON et le pretty-printer à l'intérieur d'un string que j'affiche ensuite sur la console. En cas d'erreur, eh bien, je vais simplement afficher le message de l'exception. Ici, j'ai une boucle while qui simule mon programme qui fait autre chose. Ici, j'ai rien d'autre d'intéressant à faire que simplement d'attendre avec ici un thread.sleep de 500 millisecondes. Donc si j'exécute maintenant ce code, eh bien, voilà, on voit que j'ai attendu environ une seconde avant de recevoir une réponse 200 avec les différents tweets pretty-printés en dessous, le JSON des différents tweets qui font mention par exemple d'Alvin Alexander, de Martin Odersky, etc., etc. Avec toutes les informations que je souhaitais avoir. Voilà donc pour un exemple un peu plus complet que vous aurez aussi l'occasion d'expérimenter durant les exercices.